Et en fait, à ce moment-là, je trouve pas ma place à l'hôpital, j'ai un peu l'impression de servir à rien. En fait, je me dis, maintenant que je suis là, j'ai pas trop le choix. J'ai envie d'arrêter, parce que pour moi, c'est impossible. Mais je me dis, je supporte plus ma vie, ça va en pas, fait. j'aime pas. Aucun exemple de personne qui l'a fait autour de moi. C'est pas connu, en fait, d'arrêter les études. C'est pas très connu, et puis c'est vraiment pas valorisé comme quelque chose de bien, en fait. Pour moi, c'est un peu similaire à l'effet réseaux sociaux, tu sais, où t'as l'impression que tout le monde fonctionne, tout le monde cartonne, tout le monde va bien. Et j'avais le même souvenir de la médecine où j'ai l'impression que tous mes copains kiffaient la médecine. Et en fait, quand t'engageais les conversations, et quand nous on a arrêté, les gens commençaient à nous dire en fait, comment vous avez fait ? Parce que je voudrais arrêter. Et je dis mais attends, mais je croyais que t'allais hyper bien. Il y a une garde où je fais une erreur et le patient est pas du tout décédé, mais j'ai cru que ça avait été le cas. Et je me rappelle de rentrer chez moi en me disant si je tue un patient, je m'en remettrai jamais. J'ai essayé plein de choses en fait, et j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait des erreurs, il y a des choses où je me suis dit en fait ça me correspond pas. Ça t'apprend à quitter en fait. Exactement. Et en fait c'est comme ça qu'on apprend qui on est vraiment, c'est en allant chercher qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend moins heureux, qu'est-ce qui me permet de me sentir plus ou moins épanoui à la fin de la journée. Et on peut pas savoir ça sans essayer. Allez, 1, 2... Allez, 1, 2... Bon. Bonjour Elena. Pardon, faut quand même. C'est bien recommencer. Ça va Elena ? Oui. T'es contente d'être là ? Oui. Bah et nous vous aussi. Ah ok. Est-ce que tu peux en une phrase te présenter ton âge, ta taille ? Non, ta taille on s'en fiche, mais présente-toi rapidement si tu veux bien. Ok. J'allais redire mon prénom, mais je me sais pas. Du coup, j'ai 25 ans et... Tu fais quoi dans la vie ? J'étais étudiante en médecine. Wow, le passé. Il y a peu de temps. Il y a du passif là. Ça arrive à des gens très bien. Ouais. Et en novembre de cette année, j'ai décidé d'arrêter complètement mes études en première année d'internat. T'étais du coup en 7e année. 7e année de médecine pour me réorienter et créer une entreprise. Ok, trop cool. Et c'est quoi ton entreprise ? Tu peux nous la décrire rapidement. Alors la mission de mon entreprise, c'est d'accompagner les étudiants en médecine et internes ou jeunes médecins qui sont pas épanouis dans leurs études. Il y en a ? Non. Sans J'ai deck. du mal à trouver. Ok. Je cherche. À retrouver du sens, soit en médecine, soit en justement trouvant ailleurs une autre voie professionnelle et à être vraiment pleinement épanouis dans leur vie professionnelle et personnelle. Trop content de t'avoir sur le podcast. Premier épisode pour nous. Et trop cool de le faire avec toi. C'est cool, je trouve que ce soit avec une étudiante en médecine. Ouais, il y a un c'est sens. totalement notre parcours, mais de toute façon, tu le connais un petit peu et vous allez l'entendre bientôt, ce parcours aussi. Mais c'est trop chouette, je trouve, d'avoir ça comme premier lien avec ce podcast, parce que c'est le premier lien qui a tout fait pour nous aussi, tu vois. Ouais, très content de t'avoir. Je pense qu'il y a des sujets importants à discuter. Peut-être qu'on commencera un peu sur la médecine rapidement. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir le déclic ? Je sais que la plupart des gens qui vont regarder ce podcast, probablement, ils n'ont pas trouvé encore exactement où ils avaient envie d'être. Et parfois, ils ont des parcours où ils ont fait beaucoup d'études comme toi. Et je sais que c'est pas facile de lâcher des études qui sont longues. Et après, on ira voir un peu creuser du côté de ton business. C'est OK pour toi ? Parfait. OK, trop cool. Quel âge t'as aujourd'hui, là ? 25 ans. Ok, 25. Et t'as arrêté médecine il y a 1 an ? Il y a officiellement, j'ai arrêté en novembre, donc ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois. Ok. Ça va faire 6 mois. Qu'est-ce qui fait que tu fais médecine de base ? Je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que j'adore travailler, je suis bonne élève et j'aime bien, j'avais envie de faire des études. Et la deuxième, c'est que je me dis que j'ai envie d'aider des gens. Ouais. À être plus heureux, à se sentir bien. Quand est-ce que tu as su médecine ? Je pense que c'est en terminale et avant je voulais faire autre chose, j'étais avec vétérinaire, je pense surtout vétérinaire et au final à la fin je me suis dit ça fait plus de sens pour moi d'aider des humains et j'avais peur aussi de souffrir de voir des animaux, ouais, je comprends. des animaux malades. Et on entend beaucoup des personnes qui vont en médecine parce qu'ils ont toute la famille qui sont médecins, etc. Est-ce que toi, tu as été baignée dans un monde de médecins ? Je n'ai pas été baignée dans un monde de médecins. Il n'y a pas forcément énormément de médecins dans ma famille, mais il y en a quand même plusieurs, dont mon père.
Mon frère et Ma ma mère. petite sœur. J'ai pas été baigné. Au moment où je prends la décision, il y a mon père du coup et mon Ouais. frère qui est en 2e année. Et je pense que c'est difficile en terminale de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Ouais. Je pense qu'en plus, on n'a pas assez conscience de De qui on est. du choix que c'est aussi de faire médecine. On se rend pas compte en fait de ce que ça implique. Et je pense que c'est très difficile de prendre cette décision à ce moment-là de notre vie. Ouais, et du coup, tu t'es lancé, toi, tu as pris cette décision, tu t'es dit non, les animaux, on va les laisser tranquilles, on va aller voir auprès des humains. Parce que Faut bon, les voir heureux. Les ouais. Et du coup, tu t'es dit, je vais me lancer. Tu as fait une première année en 2 fois. C'était encore le concours ou pas En première, en une fois. En une fois, ok. Ouais, c'était Et le concours. une fois que tu as passé le concours, tu t'es senti comment? Parce que c'est vrai qu'il y a vachement, je trouve, cette situation où le concours, tu as la tête dans le guidon, tu réfléchis pas trop. Puis je vais pas dire que c'est pas vraiment de la médecine, mais tu es à fond dans les bouquins, tu pas encore touché vraiment à ce que c'est que le métier de médecin. Tu arrives en 2e année, est-ce que tu te dis, waouh, trop cool, j'aime ça? Comment tu te situes une fois que le concours est passé? Je pense que j'ai bien aimé mes études jusqu'à la 4e année. Donc la 2e année, j'aimais bien. En fait, moi, j'aimais bien apprendre. Donc tout ce qui était révision, être chez moi et apprendre de nouvelles choses, ça m'a plu. Et justement, je pense que c'est l'arrivée à l'hôpital qui a été plus compliquée pour moi. Dès la 3e année, on commence, nous, à faire des stages d'externe à Nîmes. Ah Donc, dès la 3e année, je me retrouve en stage d'externe non rémunéré. Ouais, mais on l'a fait aussi. Mais C'est la c'était genre petite, une Ah oui, c'est vrai, semaine ouais, sur ça. 2, une demi-journée, non? Ah non, nous, Non, c'était c'était des un vrais vrai stages. stage d'externe Ok. qui commence en D1, Ah ouais, cool. en 3e année, et qui sont non rémunérés par contre. Et en fait, à ce moment-là, je trouve pas ma place à l'hôpital. J'ai un peu l'impression de servir à rien. Enfin, je me dis, bon, je sais que c'est le parcours normal de l'étudiant en médecine, donc je me pose pas trop de questions, mais il n'y a pas du tout une révélation de ah, ok, je suis à ma place. C'est Ouais, vraiment. quel kiff. Je Y a me pas dis, ça. ouais, non, il n'y Et- a pas ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ou pas encore? Tu te Non. dis, je me laisse le temps et ma place, elle va se trouver, quoi. Je pense qu'à cette période-là de ma vie, je me pose pas assez de questions pour avoir Ok. conscience de ça, justement. Dans un flow. En fait, je me dis, maintenant que je suis là, j'ai pas trop le choix que de continuer. Enfin, c'est pas trop quelque chose que je pense qui est possible de se réorienter. C'est un truc dont auquel j'ai jamais pensé. Donc, je me pose pas trop la question à ce moment-là. Et à quel moment les questions arrivent? Je pense que les premiers questionnements arrivent en fin de 4e année, suite à la période Covid qui a été un peu particulière, justement. On était un peu sollicités pour faire des trucs à la con, où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là encore? Enfin, on nous demandait justement d'être à l'entrée de l'hôpital, prendre la température aux patients. Donc, à l'époque, on ne sait pas trop ce que c'est cette maladie. On est exposé un petit peu. Moi, je ne peux pas rentrer chez mes parents parce que comme je suis en contact avec des gens qui sont potentiellement isolée de malades, ouf. je suis toute seule dans mon appart, dans ma résidence, où c'est une résidence d'étudiants, donc tout le monde est parti. Ouais. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a une part de solitude et une part de, en fait, je fais tout ça, mais ça me donne pas de sens dans ma vie. Et donc je me dis, mais en fait, pourquoi continuer à faire ça? À ce moment-là, c'est pas très présent, c'est juste des petits questionnements qui arrivent dans ce contexte qui est assez particulier. Et j'enchaîne avec la 5e année, qui est assez costaud quand même, comme année, où justement on commence à préparer le concours de fin de 6e année. Il y a commencé à y avoir une vraie pression on est vraiment à l'hôpital. On a une place importante à l'hôpital, en tout cas c'est ce que je ressens à ce moment-là. Et on commence les gardes aux urgences, des choses T'es dans comme le ça. bain très très vite. C'est ça. Est-ce que tu penses que inconsciemment peut-être, tu les repousses les potentielles idées de reconversion qui arrivent dans ta tête? Au début, complètement. Au début, c'est pas une question pour moi, en fait. Enfin, je suis là. Et puis, il y a un peu le mythe aussi de c'est le chemin de croix, on est censé passer à travers ça, c'est ça qui te fera de moi un bon médecin. Si je suis forte, je dis rien. Exactement. Et en fait, le fait de parler, de dire que ça va pas, déjà, moi, j'ai honte de pas supporter mes gardes. Parce que le vrai moment où ça commence à être très compliqué pour moi, c'est lors des gardes aux urgences en 5e année, où je fais les gardes de 24 heures et je comprends pas, en fait, pourquoi j'ai pas le droit d'aller aux toilettes quand une j'ai pause, envie de manger à faire des heures pipi, décentes. de manger, de dormir à 4 heures du matin parce que je suis explosée et que je me rends compte qu'en fait là je suis juste assise sur une chaise et je comprends rien à ce que je suis en train de faire tellement je suis fatiguée. T'as senti que c'était dangereux? Ouais, complètement. À ce moment-là, je le perçois pas autant que pendant l'internat. Parce que je suis externe, je me repose quand même sur des chefs, etc. Mais il y a un peu ce côté aussi excitant de se dire ok, il y a un truc qui est particulier,
même si c'est dangereux, j'en ai pas encore la responsabilité. Mais j'imagine que quand tu es passé au moment où tu es devenu interne, tu avais plus de responsabilité. Est-ce que tu as eu une pression différente ? J'ai une pression différente et en fait, je m'attendais tellement à ce que ce soit mieux parce que tout le monde dit, voilà, l'externat, c'est dur, mais après, tu verras l'internat. J'ai l'impression qu'on nous a dit ça tout c'est l'histoire de au long. la vie, ça. J'ai l'impression qu'on nous dit ça tout du long de notre vie, tu sais. Et j'y ai cru longtemps, moi, ça. Et justement, en fin de 5e année, je suis vraiment pas bien et je me dis, en fait, je commence à me dire... je verbalise pas, j'ai envie d'arrêter parce que pour moi, c'est impossible. Mais je me dis, je supporte plus ma vie, en fait. J'aime pas. Est-ce que tu te dis que c'est impossible parce que tu te dis, je me suis engagée dans quelque chose, il n'y a pas de machine arrière possible, ou est-ce que tu dis c'est impossible parce que si je m'arrête, je sais pas quoi faire ? Les deux. Ouais. Il y a une part de... Je l'envisage même pas parce que, justement, à cette période-là, j'ai pas aucun exemple de personne qui l'a fait autour de moi. C'est pas connu, en fait, d'arrêter les études. C'est pas très connu et puis c'est vraiment pas valorisé comme quelque chose de bien, en fait, comme quelque chose de... T'écoutes ce qui est important pour toi, tu suis une voie qui a plus de sens, c'est vraiment quelque chose presque de... Ah, c'est dommage, quoi. Genre, c'est clair. Ouais. Et tout ça pour ça. C'est ça. Et je pense qu'à ce moment-là, je me pose même pas vraiment la question. Je me pose vraiment la question en fin de 6e année, juste avant le concours, où là, vraiment, je suis en burn-out complet, j'arrive plus à rien faire. T'as atteint le burn-out ? Ouais. En fin de 6e année, complètement. Le mois avant les ECN, donc le concours de fin de 6e année, je suis incapable d'ouvrir un bouquin, en fait. Et parce que dégoût, je peux pas. C'est l'énergie qui est plus là. J'ouvre un livre, je fais une crise d'angoisse. Ouais. Je pleure, je suis incapable. Et parce que justement, pendant des semaines et des mois, voire même plusieurs années peut-être, je me force, en fait. Et j'ai des signaux de j'arrive plus, je suis fatiguée. Mais tu forces. Et je continue parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Enfin, il y a un concours à la fin de l'année, tout le monde bosse, j'ai pas le choix. T'en as parlé à tes maîtres de stage de ça ? À cette période-là, non. Très peu. Un petit peu lors des gardes aux urgences. À la fin du stage, j'en ai parlé à la chef qui était responsable de nous. Mais pendant, j'ai trop honte, en fait. J'ai trop honte de pas avoir les qualités nécessaires. Assumer, quoi. Pour être et pas être capable d'être médecin, en fait. Je me dis, mais en fait, ça veut juste dire que moi, je suis pas assez compétente et douée. J'ai pas les compétences qu'il faut pour être médecin. Ouais, tu t'es mis en tête que si t'étais un bon médecin, fait que tu... Faut être un bon soldat. Fallait que j'arrive, en fait. Un bon soldat et tu te tais et tu réfléchis pas, en fait, à est-ce que ça me plaît ou pas. Et en plus, je pense que les autres, ils y arrivent. Ouais. Et je me rends pas compte, en fait. Il y a ce fantasme. Tu te rends pas compte que tout le monde pense le ça. Le nombre de personnes qui vont mal dans mon entourage, je me rends pas compte. Parce que c'est banalisé, normalisé, qu'on met pas des mots concrets sur ce qu'on ressent, etc. Pour moi, c'est un peu similaire à l'effet réseaux sociaux, tu sais, où tu as l'impression que tout le monde fonctionne, tout le monde cartonne, tout le monde va bien. Et j'avais le même souvenir de la médecine où j'ai l'impression que tous mes copains kiffaient la médecine. Et en fait, quand tu engageais les conversations, et quand nous, on a arrêté, les gens commençaient à nous dire, en fait, comment vous avez fait ? Parce que je voudrais arrêter. Et tu dis, mais attends, mais je croyais que t'allais hyper bien. Je me souviens que quand on était en externat, nous, parce qu'on n'est pas allé au-delà du concours, il y avait vraiment ce côté, dès qu'on s'est libéré à en parler, toutes les personnes en stage à qui j'en ai parlé, que ce soit des internes, des externes ou des chefs de service, me disaient « si tu vas pas bien, barre-toi maintenant. » Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Et il y avait vraiment ce truc de... Une fois que tu seras médecin, une fois que tu auras passé ton concours, c'est tellement difficile d'arrêter. Et c'est pour ça que je trouve ça admirable ce que tu as fait, parce que tu as eu ton concours, et on va y venir, mais tu as passé cette barre-là, parce que nous, tout ce qu'on nous a dit en stage, c'était vas-y maintenant avant d'avoir ton concours, parce que tu vas tellement en chier, désolé pour mon langage, mais pendant le concours, qu'après, ça va être trop dur d'arrêter. Ouais, je suis curieux. Excuse-moi, t'allais rebondir là-dessus ou pas ? Oui, je pense que j'allais dire un truc, mais je sais pas quoi, mais... Parce que j'ai une curiosité qui me vient là, c'est... on y reviendra un peu plus tard dans l'interview, mais aujourd'hui, tu as ta propre entreprise, tu as du succès dedans. Quand je dis succès, c'est une partie financière, bien sûr, mais c'est une partie épanouissement. Genre, je te sens beaucoup mieux que quand je t'ai rencontré, clairement, et ça, on pourra en parler. Si tu avais une conversation avec Elena, qui est en 3e année, qui fait ses tout premiers stages et qui commence à pas kiffer... Qui fait ses premières crises de panique. Et tu es à une table avec elle pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? J'ai une réponse hyper ambivalente qui me vient, mais... Vas-y. En fait, il y a deux choses. Maintenant que j'ai vécu tout ça, je regrette pas parce que c'est ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai aucun regret que ça se soit passé comme ça. Et au contraire, je vois le cadeau que ça a été pour créer tout ce que j'ai créé maintenant. Mais si je pouvais donner un conseil justement à une personne qui est dans ce genre de situation-là et qui est en difficulté et
qui sait pas quoi faire, c'est vraiment de déjà en parler autour de soi et pas forcément en parler pas forcément aux chefs ou aux co-internes ou aux co-externes qui parfois sont dans la même difficulté, donc n'auront pas le recul et la disponibilité nécessaire, mais plutôt en parler à d'autres personnes qui sont complètement extérieures, qui font un autre métier, d'autres études, et qui vont beaucoup plus être capables de dire « Ok, mais en fait, tu te rends compte que ce que tu vis, c'est pas normal. Et juste, il y a des choses que tu peux faire pour te sentir mieux, et tu as le droit de faire tes études et d'être heureux et d'être épanoui, en fait. C'est pas un chemin de croix, et t'as pas besoin de ça pour être un bon médecin. » Clairement, c'est pas ça qui fera de toi un bon médecin. Au contraire, moi, je suis vraiment convaincue, avec le recul, en ayant vu justement certains chefs, mes co-internes, etc., que c'est justement en prenant soin de soi et de ses collègues qu'on peut devenir de bons soignants. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est comme ça dans tous les métiers, quoi. Si Oui. tu prends soin de toi, tu vas pouvoir aider. Je me dis souvent ça quand je suis dans un endroit où les gens sont pas forcément très polis à la caisse ou quoi. Je me dis, en fait, ils sont juste pas heureux de ce qu'ils font et d'où ils sont, et c'est pour ça que tu peux pas bien faire ton métier à un moment donné. Je pense que c'est comme ça partout. Du coup, la vraie bascule, elle est où pour toi ? Ça a été long. Hein. Ça a été long comme cheminement parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu à ce moment-là, parce que moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Je sais rien faire, j'ai abandonné toutes mes passions, j'aime rien, en fait. Parce que t'as le temps d'aimer rien, t'as le temps d'être bonne dans rien. J'ai arrêté les sports que je faisais, j'ai pas quasiment lu un livre en 6 ans d'études, tout ce qui me plaisait, qui m'épanouissait, je l'ai mis de côté. Donc il y a cette part-là de, en fait, qu'est-ce que je vais faire, à quoi je sers finalement. Arrêter, ok, mais pourquoi ? C'est ça. Il y a aussi justement, je suis qui en fait, parce que si je suis plus étudiante en médecine, qui est mon identité, qui je suis, à quoi je vais servir, qu'est-ce qu'on va penser de moi aussi dans ma famille, mes amis, même mes amis, tous mes amis sont en médecine. Est-ce que je vais perdre mes amis parce que justement je suis pas la personne qu'on pense que je suis, parce que ça fait des années que je me cache en fait en essayant de rentrer dans le moule de ces études qui est quand même assez rude. Le jugement des autres, c'était un frein pour toi, du coup, dans cette prise de décision-là, d'arrêter ? Je sais pas si c'est tellement le jugement. Je pense que c'est que j'avais peur de perdre l'amour des gens qui m'étaient proches et qui se disent que justement je suis lâche ou que je fais ça parce que j'ai la flemme, parce que en fait je communique pas sur ce que je vis. Enfin, j'en parle autour de moi quand même, mais je dis pas le niveau que ça atteint en fait. Et le tu niveau donnes un dixième de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Exactement. Et notamment à mon frère, ma sœur, mes amis, je dis ce qui est entendable, mais je vais pas aussi loin et aussi deep que ça se passe concrètement pour moi, parce que j'ai pas envie de faire de la peine. Et donc du coup, je me dis, mais ils vont pas comprendre en fait. Ils vont pas comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit, ok, ça c'est pas possible, maintenant je passe à autre chose, j'essaie de faire autre chose ? Il y a eu plusieurs éléments les uns après les autres sur une période de temps assez courte où justement je suis dans ce cheminement. Ça fait, je pense, plusieurs mois que je suis dans l'accompagnement avec vous, donc je suis dans ce cheminement de j'ai besoin de trouver une solution au mal-être que je vis, et je continue à tenir bon quand même et à continuer mes stages, etc., parce que j'arrive pas à prendre la décision. Et plusieurs fois, je vous dis, j'aimerais bien en fait prendre la décision, mais j'y arrive pas. Ce qui est drôle, c'est que tu as pris la décision de créer quelque chose d'autre, de te faire accompagner. Avant même de prendre vraiment la décision, j'arrête médecine. Ouais, c'était en complément en fait. Mais je pense que c'est inconsciemment. En entendant justement votre histoire, je me suis dit, j'ai envie d'aller par là, mais j'ai pas encore le courage de dire que c'est parce que j'ai envie d'arrêter. Et je pense qu'à ce moment-là, j'en ai même pas vraiment conscience, parce que je me rappelle qu'au moment où je rejoins l'accompagnement, je me dis pas trop bien, je vais créer un business. Pour moi, c'est pas du tout. Mais je me dis, en fait, il y a des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, j'ai besoin de leur parler, en fait, et d'entendre comment ils ont fait pour être épanouis maintenant, et par quelles étapes ils sont passés, et comment ils ont construit une nouvelle vie dans laquelle ils sont vraiment épanouis. Et en fait, le cheminement s'est fait petit à petit, à force justement de remettre en question des choses, et le déclic vient au moment où, justement, après tout ce cheminement, de tout le travail que je fais avec vous, et où j'essaye de me reconstruire, j'ai de nouveau des idées suicidaires et envie de mettre fin à mes jours, et où je me dis, en fait, je revis la même chose. Donc, c'est que j'ai pas compris le message, en fait. C'est que
C'est très bien de vouloir créer quelque chose qui va m'épanouir, etc. C'est très bien de reprendre du temps pour moi, de renourrir mes passions. Mais en fait, il y a autre chose. Si tu retires pas l'élément toxique... C'est pas suffisant. Et puis, j'ai plein d'événements où je me dis, ben voilà, j'ai plus envie d'être ici. J'ai plus envie d'être dans un hôpital. D'événements à l'hôpital, du coup. D'événements à l'hôpital où je me dis, ben je veux pas vivre ça. C'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Et déjà, il y a des choses désagréables qu'on peut vivre dans un stage, etc. Mais il y a aussi le fait que je rayonne pas, en fait. Je suis pas à ma place. Et je donne pas ce que je voudrais donner parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis dans un environnement dans lequel j'ai pas la place d'exprimer qui je suis vraiment. Et ça m'empêche, en fait, d'apporter ce que je voudrais apporter aux gens qui sont, enfin, les patients que je vois, où je me dis, mais en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'espace pour leur apporter ce que j'ai envie de leur apporter. Je me souviens d'un coaching et je pense que c'est là où tu nous as communiqué que c'était bon, tu avais compris ce que tu voulais faire, où tu étais dans un état d'euphorie, tu t'en souviens? C'est de l'euphorie, je pense. Et c'était même pas un rayon de soleil, tu vois, c'était Oppenheimer. Ça a explosé le truc, mais vraiment, où tu étais dans un état un peu de transe, en fait, tu vois, parce que tu avais compris ce que tu pouvais apporter. Tu peux nous décrire ce moment, comment c'est arrivé? Ouais. Du coup, c'était en discutant avec une amie à moi qui est indépendante, elle aussi, et qui est, elle est chamane, donc un peu rien à voir, mais au final, elle est dans le soin aussi. Ouais. Et on discutait de sa mission de vie, en fait, ce qui, elle, l'inspire vraiment, et pourquoi elle est sur Terre, et qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de donner, etc. Et elle me partageait ça. Et en fait, je me souviens vraiment exactement où je suis, etc., dans la chambre où on était en Martinique avec Bastien. Et je me rappelle d'avoir une espèce de prise de conscience de... En fait, moi, j'ai toujours su ce que je voulais. J'ai toujours su ce que je voulais faire, mais c'est comme si ça paraissait trop simple ou trop bête, ou pas assez important. Pas assez sophistiqué, pas assez important, en fait. Pas assez... Et ça paraît tout simple, finalement, si on le formule aujourd'hui, quand je recherche mes valeurs, je retombe toujours sur la même chose. C'est j'ai envie de transmettre la capacité que j'ai à m'émerveiller, à être heureuse et épanouie, que j'avais perdue en médecine, justement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de mal à mettre le doigt dessus. C'est que c'est quelque chose qui s'efface avec ces différentes années d'études où, justement, on est dans un milieu où tout est tellement sérieux et tout est tellement important. Et triste, et des nouvelles difficiles, des choses difficiles à annoncer. C'est que des sujets deep tout le temps. Exactement. Et je me dis... c'est trop bête et ça s'efface au fur et à mesure. Et à ce moment-là, je prends conscience que, en fait, non, c'est le truc le plus important pour moi et c'est le truc le plus important et que t'as le droit. Pour tout le monde. Enfin, en fait, être heureux et épanoui, c'est quand même le fondement d'une vie. Enfin, je veux dire, clairement. C'est l'objectif de tout ce qu'on met en place, même si parfois on l'oublie. C'est l'objectif de tout ce qu'on fait. Pourquoi on a envie de créer quelque chose, pourquoi on a envie de gagner notre vie, pourquoi on a envie d'avoir des relations, c'est pour être épanoui. Et à ce moment-là, je prends conscience justement de ce drive que j'ai à vouloir aider des gens à vraiment être heureux et épanouis dans leur vie. Et je me dis, mais en fait, non, c'est le truc le plus important. Je peux pas laisser ça dans un coin. Ça peut pas être une passion, ça peut pas être un truc que je fais à côté. En fait, ça doit être le truc que je fais tous les jours de ma vie. Et c'est ça qui va me permettre d'être épanouie. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as l'impression de redevenir toi? Complètement. C'est ça qui t'a fait être dans un tel état de bonheur, en fait? En fait, c'est le fait de m'autoriser à, justement, et de me dire, il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire, en fait. Parce que je sais pas pourquoi, et je peux pas l'expliquer, parce que je suis assez terre-à-terre de base, donc j'ai pas l'explication de ce qui se passe à ce moment-là. Pas encore, mais je cherche à comprendre un peu justement ces aspects-là. Et à ce moment-là, je comprends pas tellement ce qui se passe, mais c'est comme si je m'illuminais. Ça se passe, clairement, ça se passe. Et c'est ça, je réalise à quel point je peux faire exactement ce que je veux. Et en fait, il y a une forme de puissance dans ce moment. Comment tu te sens à ce moment-là? Ouais, il y a vraiment une forme de puissance. En fait, je peux tout faire. Parce que si je suis ce qui est vraiment fondamental pour moi, je pourrais être capable de faire des choses exceptionnelles, parce que quand je vois l'investissement que j'ai mis dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me dis, si en plus de ça, j'ai cette puissance je sais pourquoi je fais ça, je pourrais faire n'importe quoi. Et là, tu prends la décision d'arrêter la médecine? C'est pas à ce moment-là que je prends la décision, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça se passe, je pense, en novembre, il y a 2 ans, du coup. Enfin, pas ce novembre-là, celui d'avant, à peu près. Je crois, à peu près. Dans novembre 2022.
ou peut-être fin d'année, en tout cas, entre novembre et janvier. C'est décembre, je crois. Et peut-être décembre, ouais. Et en Martinique, il fait chaud tout le temps. Donc je me Novembre, souviens pas. c'est juillet, c'est pareil. Je me souviens pas de la saison. Et donc, je prends conscience de ça, mais je suis pas prête à arrêter parce qu'il y a tous les freins dont on parlait tout à l'heure et qu'à ce moment-là, j'ai pas encore assez souffert, j'ai pas ressenti assez de douleur pour bouger en fait. Et t'aurais aimé moins souffrir, enfin être capable de changer avant d'autant souffrir? Non. Tu penses que c'est important de passer par cette douleur-là, pour toi en tout cas? Pour moi, le niveau de douleur est ce qui m'a fait bouger. Et c'est pour ça que j'ai de la gratitude pour la période où j'ai envie de mourir, pour la période où tous les jours en allant en stage, je pleure dans la voiture. Parce que, en fait, c'est grâce à ça qu'au bout d'un moment, je me dis, je comprends le message, en fait. Je comprends le message et je comprends que ça peut pas être juste une pause, ça peut pas être juste je me repose et j'y retourne. C'est je veux plus jamais y aller. Je veux plus vivre ça parce que c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Ouais, je pense que clairement, les gens qui arrivent à entamer une grosse transformation dans leur vie, quand les choses vont plutôt bien mais qui veulent juste mieux, j'admire. J'admire énormément. Et en vrai, il y a très peu de monde. Il y a très peu de monde capable de faire ça. En général, on attend de toucher un peu le fond. On attend d'avoir un cancer pour se préoccuper de sa santé. On attend d'avoir un burn-out pour se préoccuper de son chemin pro et de ses émotions. Mais je peux comprendre tout ça parce qu'en fait, t'es au pied du mur et tu dois y aller parce que sinon, t'as pas le choix. Tu sombres. Mais j'admire ces personnes-là et je trouve que ce serait génial qu'on se pose des questions plus tôt. Exactement. Et c'est là où c'est exactement sur ça que j'allais rebondir. En fait, justement, c'est un peu le combat de ce que moi je veux créer. De ce que tu fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais que on arrête d'être dans ce schéma-là en médecine et dans plein d'autres professions, parce que c'est le cas dans plein d'autres professions aussi. Justement, ça va aussi deep pour moi, parce qu'on a normalisé le fait d'être anxieux. T'as envie de te suicider, c'est normal, quoi. En fait, t'es étudiant en médecine, quoi. Il y a un étudiant en médecine qui se suicide tous les 3 semaines, je crois. Et en fait, un interne toutes les 3 semaines. Donc, oui, t'as des idées suicidaires. T'inquiète, pas alarmant, quoi. Ça va passer, en fait. Normal, ça fait partie du package, en fait. Et justement, même moi, au début, je me dis ça parce que la première fois où ça m'arrive, c'est en fin de 5e année. Après, ça s'est interrompu et c'est revenu pendant l'internat. Et en fait, au moment où ça m'arrive la première fois, je me dis, bon, bah voilà, déjà, c'est un peu ma faute et ça va passer. Je prends pas conscience de la gravité de ce qui se passe. Et finalement, c'est au moment où il y a ça, et s'ajoute à ça, pendant l'internat, le fait qu'il y a une garde où je fais une erreur et le patient n'est pas du tout décédé, mais j'ai cru que ça avait été le cas et j'ai eu peur d'avoir fait une erreur qui était 100% à cause de la fatigue, parce qu'il est 2h du matin, je suis en garde aux urgences, j'ai pas dormi, je suis seule avec un chef, et c'est une période où ça va pas du tout en plus, globalement. Je fais une erreur et je me rappelle de rentrer chez moi en me disant, si je tue un patient, je m'en remettrai jamais. Et je me rappelle d'en parler à mes chefs en leur disant ça, en leur disant, bah voilà, si je tue un patient, je sais que je m'en remettrai jamais. Et les chefs qui me disent, mais non, t'inquiète. Ça nous est tous arrivé. Ça arrive à tout le monde, tu sais que tu t'en remettrais et tout. C'est normal aussi, ça. Tuer un patient, c'est normal. C'est ça, ça arrive, et puis c'est pas ta faute, machin et tout. Moi, je pense que si tu te dis pas ça, tu sombres en même temps. Complètement. Et complètement. Et moi, je comprends aussi ce discours-là qui est, en fait, t'es obligé de mettre un pied devant l'autre. Tu vois, tu vas c'est un discours de survie, mais toi, t'as pas envie de t'appliquer ce discours de survie. Mais moi, je me dis, mais je veux pas cette vie-là, en fait. Enfin, c'est pas la vie que je veux pour moi. Je veux pas avoir une vie qui va m'empêcher de construire la famille que j'ai envie de construire, de réaliser les rêves que j'ai. Et j'ai pas envie de sombrer dans quelque chose où je dois me couper de mes émotions, parce que justement, je suis quelqu'un d'hyper émotif et j'aime ça, en fait. J'aime le côté intense de ce que je ressens dans ma vie, et j'ai pas envie de devoir me couper de ça. Au contraire, pour moi, c'est un moteur pour faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et je pense qu'il y a aussi une problématique sur le fait de... Justement, quand moi, je parle à mes chefs du fait que j'ai envie d'arrêter, je me souviens un peu de certains qui me disent, tu sais, moi aussi, j'ai eu envie d'arrêter. Et à la différence de vous, le discours, c'est plus... tu verras quand tu seras chef, tu seras bien payé, tu feras quelques gardes et ce sera pas si horrible. Et où ça va, ça ira, tu vois. Moi maintenant, regarde, je suis bien payé et ça va. Et tu voulais cette vie de ça va, mais toi? non, j'entends ce moi, je veux ça pas va. un ça va, en fait. J'entends ce ça va et ça me révolte. Et je me dis, mais comment on peut me dire ça
en se disant que ça va me donner envie de rester. Ouais. Moi, ça me donne envie de m'enfuir en courant. Et justement, quand je vois ça et que je vois que sur tous les chefs à qui j'en parle, quasiment tous, ils me disent, tu sais, moi aussi, j'ai eu envie d'arrêter. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est l'asile de fou, quoi. Tout le monde est en mode, J'ai c'est pas envie d'être là. c'est horrible ce qu'on Ouais. vit, mais t'inquiète, t'es bien payé, tu vois. Et je suis en mode, mais je m'en fous. Genre, moi, je préfère pas gagner ma vie, mais juste être heureuse quand je me lève le matin. Pas répondre ça va Ouais, quand je on me dit comprends. comment ça va. Ouais. Je me rends Moi, je compte vais que c'est répondre quand on me dit comment ça va. Je vois des Bah, papillons, trop c'est bien. incroyable. c'est exceptionnel. Ou je suis au fond parce que je suis en train de faire des trucs de fou et que je mets ma vie, je rencontre des challenges, mais j'ai pas envie d'être en mode ça va. Ouais, donc en gros, ça va, c'est plus tolérable pour toi. Et moi, j'ai une question par rapport à ça parce que je sais que des gens qui disent ça va, il y en a énormément. Qui se disent j'ai plus envie de tolérer le ça va, il y en a beaucoup aussi. Mais la plupart passent pas à l'action de vraiment changer parce qu'il y a plein de peur de comment je vais me sentir quand vraiment je vais avoir pris la décision. Est-ce que je vais voir le vide et je vais paniquer? Comment toi tu t'es senti quand vraiment la décision était ferme et que tu nous as annoncé c'est bon, j'arrête? C'est quoi réellement les émotions que tu as traversées à ce moment-là pour que les gens peut-être puissent se projeter? Je pense que en vrai, si je me souviens bien, c'est un immense soulagement d'avoir pris la décision parce que mine de rien, pas prendre la décision, C'est ça qui est dur. extrêmement inconfortable. Et finalement, justement, c'est ça que j'aurais envie de partager, c'est que finalement, à partir du moment où vous avez pris la décision, en fait, vous avez pris la décision. Ouais. Et du coup, il n'y a plus d'inquiétude. Et en plus, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai globalement... Enfin, ça n'a pas été facile d'en parler à tout le monde autour de moi, etc. J'ai forcément reçu des remarques pas très agréables, des gens qui sont déçus, etc. Parce que chacun fait ce qu'il peut aussi avec... Ouais, bien sûr. les gens qui sont dans ce milieu-là depuis des années, c'est dur pour eux de se Ça dire... les frustre de voir que pense qu'il y a eux une ils frustration, peuvent pas faire ça. Et quoi. je le comprends complètement, enfin, ça paraît logique, mais justement, je pense qu'il y a un immense soulagement de maintenant j'ai décidé et maintenant j'ai le droit de faire ce que je veux et je peux aller essayer de créer la vie qui m'inspire vraiment. Et puis je pense qu'aussi on a une immense chance en médecine qui a peut-être pas partout ailleurs, mais de pouvoir revenir. Ouais. Et C'est vrai. je pense que ça m'a soulagée quand même d'avoir cette option-là pendant la période où j'hésitais. Mais maintenant que j'ai pris la décision, je sais que je reviendrai jamais. Ouais, tu reviendras pas. Parce que j'ai vu ce que c'était d'être heureux quand je me lève le matin. Et même les jours difficiles, maintenant, ça n'a plus du tout le même impact parce que ça a du sens ce que je fais. Donc c'est dur, mais je sais pourquoi. Et c'est moi qui l'ai choisi de vivre ça. Ouais, génial. Et est-ce que tu as déjà regretté d'avoir arrêté? Non. J'ai pas regretté en me disant voilà j'aurais pas dû, etc. Ça m'a traversé l'esprit à des moments où j'ai rencontré des difficultés, notamment quand j'arrivais pas à gagner ma vie, de me dire oups, c'était peut-être bien en fait de faire un travail où j'ai un salaire tous les mois. La sécurité quoi. La sécurité. En fait, je pense que c'est le truc qui m'a le plus challengée au moment où j'ai pris la décision, c'est de me dire bon. C'est cool, je suis épanouie. Au début, je me disais, évidemment, c'est plus important pour moi d'être épanouie, mais il y a quand même un moment où il y a des choses, il y a des choses à payer, il y a un loyer, et c'est là, effectivement, c'est une réalité à laquelle on vient se confronter. Mais je pense que finalement, cette réalité m'a servi aussi à me dire, ok, en fait, maintenant, ce que j'ai lancé, faut que ça marche. Ouais. Et encore une fois, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Et les gens que j'accompagne, en fait, il faut qu'ils soient contents. Parce qu'il faut qu'ils soient satisfaits de ce que je leur propose. Parce que je vais avoir besoin d'eux pour aller expliquer aux autres que ce que je fais, c'est bien et que ça va les aider. Ouais. Et je pense que, justement, j'ai pas le choix. C'est un truc qui est hyper fort et qui permet de se lancer. Et je pense que souvent, on se dit que, justement, on pourrait... regretter la décision, tourner en rond, etc. Mais finalement, à un moment donné, il faut aussi se mettre au pied du mur, consciemment, et faire comme si on n'avait pas le choix. Parce qu'en vrai, on a toujours le choix. Ouais. Mais t'aurais pu décider de te laisser couler. Et on peut retourner en arrière, reprendre, hésiter, machin. Et finalement, à un moment, il faut faire comme si on n'avait pas le choix et se dire, voilà, maintenant c'est comme ça. Et j'y vais, je saute. Et finalement, ce qu'il y a après est hyper enthousiasmant. Je rebondis sur l'enthousiasme de ce qui t'attend après parce qu'il y a un truc qui me fait particulièrement rire dans ton histoire, qui nous fait rire avec du recul avec Ava, c'est que, et je trouve que c'est important d'en parler pour les gens, c'est que ta première idée de business oui, c'est vrai. n'est pas du tout le business que tu as aujourd'hui, n'est pas du tout le business qui t'a apporté du succès. Et un des messages que nous, on veut transmettre aussi à travers ce podcast, c'est faut pas se mettre de pression sur la première idée que tu vas lancer parce qu'elle n'a pas pour but de t'épanouir sur les 15 prochaines années, peut-être même pas dans les 3 premières semaines. Vas-y, raconte-nous. Raconte-nous. Et j'ai pas peur d'en parler, même si c'est nous qui t'avons accompagné jusqu'à avoir cette idée qui t'a pas plu, tu vois, au départ. C'est quoi cette première idée et qu'est-ce qui te fait basculer sur la deuxième?
Et est-ce qu'elle t'a aidé à basculer sur la deuxième? Oui, complètement. Je pense que justement à ce moment-là, je me dis je sais que j'ai envie d'aider les gens à être plus heureux et je sais pas comment faire et je pense que vous m'aidez à être dans ce mood de faut que je passe à l'action en fait. Ouais. Faut que j'essaye et il y a cette énergie-là dans l'accompagnement. Donc moi je me dis ok, Go. moi je vais passer à l'action. Donc je fais mon ikigai, je trouve plusieurs idées, il y en a plein. Où, au final maintenant quand je les revois ça me fait rire parce qu'il y a des choses que je pourrais faire en vrai. Ouais, je me dirais, il y avait des vraies bonnes finalement idées. maintenant que j'ai vu Ouais. ce dont j'étais capable, il y avait des vraies bonnes Ça, idées. j'aurais pu le faire. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, les bonnes idées à ce moment-là, elles sont recouvertes d'un syndrome de l'imposteur ou d'une peur. Exactement. Et du coup, on la voit pas. Exactement. Elle est bonne, mais tu te dis, c'est pas pour moi. Et puis il y a aussi ce truc effectivement de syndrome de l'imposteur j'aimerais bien le faire, mais comment je fais, Ouais, par je quoi saurais je pas le faire. commence. Et donc je pense qu'il y a plusieurs idées, notamment, il y a une des idées qui m'avait traversée qui était d'accompagner des gens qui ont des TCA, qui est un truc que maintenant du coup bizarrement et de façon hyper drôle, je rencontre hyper souvent dans Ah ouais les personnes Ok. que j'accompagne, des gens qui rencontrent ce type de problématique et je me dis en fait c'est fou. Tu les as attirés J'ai naturellement. rien fait pour les attirer et je me retrouve avec des personnes où j'étais hyper inspirée de pouvoir les aider. Et maintenant que je me suis formée au coaching et que je suis capable d'accompagner des gens, je me dis let's go en fait. Ouais, Maintenant grave. je peux réaliser encore cette Tu veux tout idée. faire, ouais. Je peux tout faire et je peux accompagner ces personnes sur ces sujets-là aussi. Et donc la première idée, Tu recules c'est le moment de parler de la première Ouais. idée. Hein. je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'allais y aller. Je me dis, allez, lance-toi là, vas-y. Et donc au final, l'idée sur laquelle je me lance concrètement, c'est une idée où je me dis, j'ai envie d'aider les gens à être heureux. Et donc je suis en Martinique. Et je me dis, j'ai envie de créer des expériences de fou pour les gens. Et je commence à partir sur une idée de créer des excursions touristiques pour les personnes qui sont en Martinique, avec un niveau de qualité en fait De dingue. exceptionnel. Je me dis, je vais faire un truc de fou. Je vois ce qui existe et je me dis, c'est cool, mais C'est pas on pourrait créer un truc de ouf en fait. Mm. On pourrait créer un truc qui soit mieux cool et où les gens auraient des étoiles dans les yeux. Soit mieux que ça va. Et ça pourrait, exactement, ça pourrait les sortir de leur ça va et ça pourrait les emmener dans un espace de ok, c'est ça en fait le type d'expérience que je peux vivre. Tu voulais pas qu'ils rentrent de Martinique, les touristes, en se disant, c'était comment la Martinique? Ça va. Non, Ouais, voilà, ok. exactement. Ah, c'est pas- drôle. Je crois que l'épisode, on va l'appeler Ça va. Ça va ou ça va pas? Ça va, petit emoji. Ouais. Ouais. Et donc à ce moment-là, ce qui fait comment je réalise justement que c'est pas la bonne idée en passant à l'action concrètement. Ouais. Et je vais prospecter sur la plage pour trouver mes premiers clients. Et en fait, au moment où j'échange Avec une bouteille de rhum, non? Non, Non, j'ai pas osé. croyais. Ah, t'as pas osé C'était le faire prévu, je l'ai finalement, pas c'était fait, prévu, je l'ai ok. pas fait. Non, non. Et je pense que on avait discuté, on avait peur que ce soit pas légal de Ouais, proposer de c'est l'alcool possible. dans la rue aux C'est gens. possible. Et donc finalement, je fais ça et je me rends compte que les personnes avec qui je parle sont pas les personnes que j'ai envie d'aider. Ouais. Je me rends compte que c'est pas ces personnes-là que j'ai envie d'aider. Donc je prends conscience de ça du coup hyper rapidement puisque Tu passes à l'action. on en parle le jeudi et le lundi matin, je vais sur la plage et au bout de 3 heures à prospecter, exercice extrêmement difficile d'ailleurs, je pense un des trucs les plus durs Mais que j'ai important. fait de toute ma vie, je me dis mais non, c'est pas ces personnes-là avec qui j'ai envie de passer mes journées. Et Est-ce que tu penses que si t'étais pas passé à l'action rapidement, t'aurais pu travailler sur le projet pendant des mois et des mois sans te rendre compte que ça te Complètement. plairait pas? Complètement, je pense, parce qu'il y a un fantasme tant qu'on n'a pas confronté à quelque chose de concret, on voit que les bénéfices en fait de comment ça pourrait se passer dans un scénario idéal. Ouais. Et je pense que le concret permet juste d'aller rééquilibrer, voir les inconvénients et se dire ok, en fait, ouais, ça pourrait être trop cool, mais ça pourrait être trop chiant Trop aussi. naze, ouais. Et justement, je réalise ça hyper rapidement grâce à ça. Et je me souviens pas exactement de la temporalité entre ce moment-là et le moment où du coup j'ai l'idée de ce que je fais maintenant. Et finalement, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est venu assez naturellement avec la création du groupe Facebook où j'échange avec des gens et je me Et dis ça t'a ok, parlé direct. en fait, ces gens-là, j'ai envie de les aider. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Je sauve les gens qui étaient comme moi. Voilà, je tends la main à la Elena d'il y a 1 an. Ouais. C'est trop beau. C'est vrai, en fait. Ouais. Et je le ressens vraiment parce que quand j'entends les histoires des gens, je me dis mais c'est moi en fait. Parfois, là ce matin j'écoutais un vocal Ouais, de je l'ai vu. quelqu'un et c'était ma vie. Elle racontait ma vie et je me disais mais j'étais excitée de me dire mais je vais pouvoir lui dire. Quand je pense qu'elle va vivre Elle ce a le moment, droit. cette Elle a le transition. droit. Elle a de le vivre droit une vie et je vais pas, pouvoir lui ça dire va. t'as le droit de vivre cette vie là aussi toi. Ouais. Et en fait
sur le moment, c'est venu petit à petit, justement, en pouvant aider vraiment des personnes. Mais sur le moment, je me dis, waouh, mais en fait, c'est grave ce qui se passe. Et il y a une vraie problématique. Et je me rappelle, je suis dedans, donc je me rappelle pas, je vis la solitude de comment on fait pour se sortir de ça, comment ça se fait que moi je vive ça et comment je vais réussir à sortir de cette situation. Et je me dis, en fait, il faut faire quelque chose pour ça. Et le groupe Facebook prend de l'ampleur hyper rapidement. Et je me dis, voilà, il faut aider les étudiants en médecine, les internes qui ne se sentent pas heureux dans leurs études. Il faut juste leur montrer le chemin et leur dire, en fait, que tu sois en médecine ou ailleurs, tu peux être heureux et tu as le droit d'être heureux. Et tu as le droit d'être hyper heureux et de te créer une vie qui t'inspire de ouf. Que tu sois médecin ou que tu sois pas médecin, peu importe. Ouais, que ça passe par rester en médecine ou pas. C'est ça. C'est pas ce qui t'intéresse. Non. C'est vraiment comment ils vont se sentir après. J'ai eu des doutes à certains moments où je me disais est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner ceux qui veulent continuer. Et en fait, maintenant que je suis sortie et que j'ai arrêté, il y a plus cet enjeu de ça me ramène à ma décision, etc. Et maintenant qu'il y a plus cet enjeu-là, en fait, évidemment que j'ai envie d'aider ces gens-là parce que c'est mes meilleurs amis. C'est ma sœur qui est en P2, c'est mon frère qui est interne, c'est mon père qui est médecin. Et je me dis, en fait, ces gens, j'ai envie de les aider. J'ai envie de leur montrer la lumière au bout du tunnel et de dire, tu vas y arriver. Et maintenant que tu as monté ta société et que tu as tes clients, etc., financièrement, comment ça se passe ? Est-ce que tu es en sécurité ? Est-ce qu'il y a des moments de doute ? Parce que j'ai pas envie qu'on raconte que ça y est, j'ai trouvé ce que j'aimais et du coup c'est trop simple et tout va super bien parce que je connais aussi ta vie. Je sais qu'il y a des moments où ça se passe un peu moins bien et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu les péripéties aussi qu'il y a et de ce point de vue-là, est-ce que la sécurité financière, c'était important pour toi ? Oui, je pense que c'est les deux gros points qui m'ont mis en difficulté, c'est la sécurité financière et les doutes par rapport à est-ce que c'est la bonne idée. Et finalement, même après tous ces événements-là dont on vient de parler, il y a encore des doutes sur est-ce que c'est la bonne idée et est-ce que je suis la bonne personne. Et sur la sécurité financière, ça m'a challengée, ça me challenge encore parce que effectivement, j'ai vu que j'étais capable d'avoir des clients, que ça pouvait me permettre de vivre, etc. Mais c'est pas encore régulier. J'ai investi sur moi, donc c'est inconfortable et je continue à investir sur moi. Donc il y a une partie de ce que je gagne que je réinvestis. Et donc c'est pas confortable. Mais en fait, je pense que ça m'a fait grandir sur ça aussi. Et que je pense que c'est une chose qui a été hyper importante pour moi de grandir sur ce besoin de sécurité-là et de me rendre compte que, en fait, j'ai plus besoin de sécurité, on va dire... émotionnelle que financière. Et qu'en fait, quand je mets les deux en parallèle, là actuellement, je suis pas en sécurité financièrement. J'ai pas de logement. J'ai envie d'avoir un logement, mais je me dis, est-ce que je suis capable d'avoir un loyer tous les mois et puis même en plus, je suis entrepreneur, donc est-ce que quelqu'un va me vouloir dans son appart ? Il y a ça aussi. Il y a aussi ça, passer de je suis interne en médecine, je peux emprunter 200 000 euros à la banque pour acheter un appart à bonjour, je suis entrepreneur. C'est un changement de situation qui est assez brutal, mais finalement, malgré les difficultés, les inquiétudes que j'ai actuellement, etc., j'ai aucun regret parce que je me sens tellement plus en sécurité d'être à ma place et épanouie. Et j'ai tellement plus de sécurité intérieure, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de faire de ma vie et je trouve du sens dans ce que je fais, que cet aspect-là prend moins de place. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas des résultats énormes en ce moment, c'est que je suis tellement nourrie par ce que je fais. C'est pas ta priorité. Je suis tellement épanouie et je vois tellement pendant mes coachings à la fin où je me dis mais je sais pourquoi je fais ça en fait, que du coup je mets un peu de côté cette sécurité financière et bon ça me revient de temps en temps. Bien sûr. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça m'a fait grandir sur ça aussi et où je réalise que en fait y a rien qui est plus important que comment je me sens. Quand je me lève le matin et le reste c'est matériel. Tu te sens comment alors ? Ça dépend du jour quand même. On va pas mentir non plus sur ça, mais en fait j'ai un sentiment d'être dans le vrai qui m'avait quitté depuis longtemps et d'être vraiment moi-même et d'être vraiment à ma place et de faire quelque chose qui a du sens. Et ça m'avait quitté depuis un moment parce que je pense que depuis ma passesse, j'ai plus ce sens-là. Moi, je trouve ça cool parce que on voit que tu passes de j'ai un vrai besoin de sécurité financière qui finalement, et je crois que c'est la même chose pour tout le monde, il y a un truc qu'on a mis du temps à comprendre, je trouve, c'est la vie, c'est une expérience émotionnelle. Genre, à la fin de ta vie, tu te souviendras
J'ai combien sur mon compte en banque à ce moment-là, mais j'ai vécu quoi, comment je me sens tout de suite, comment je me suis senti de manière générale, genre, comment j'ai traversé cette expérience émotionnelle. Et la sécurité financière, c'est juste un moyen de se mettre dans l'expérience émotionnelle, de je suis serein, je me sens bien. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, je sais très bien que tu as tous les outils pour faire 15-20 000 euros par mois. C'est aucun problème, tu sais le faire. Tu as toute la boîte à outils. C'est juste que c'est pas ta priorité. Tu le fais pas parce que tu t'en fous. La sécurité dont tu avais besoin, tu as su la générer ailleurs et tu n'as plus besoin que les finances viennent combler ta sécurité. Tu t'es créé de la sécurité ailleurs et franchement, je suis trop fier de l'extérieur pour dire vrai et je me dis, c'est génial. Le jour où elle se dit, ça m'inspire d'aller générer plus de chiffre d'affaires pour x, y raison, chacun a les siennes, tu sauras exactement comment faire et ça, c'est important pour nous aussi qui t'avons amené jusque-là. Mais ce qui est beaucoup plus gratifiant pour nous, c'est de se dire, tu te rends compte qu'elle avait besoin de ça pour se sentir bien. Aujourd'hui, elle en a même plus besoin. Elle sait le faire, mais elle n'est même pas obligée de le faire. Tu t'es posé les questions pour savoir ce qui te faisait du bien quand tu te levais le matin et de te dire, ok, c'est ça que je veux dans ma vie. Et je trouve que c'est la meilleure chose qu'on peut apporter à toutes les personnes qu'on accompagne, quoi. C'est trouver le fuel. Oui, complètement. Et puis je pense que c'est aussi sur ça où j'ai le plus de gratitude, moi, d'avoir fait tout ce cheminement-là. C'est que je réalise vraiment la valeur que ça a pour moi, pour ma vie, pour mes proches, pour ma peut-être future vie de maman ou des choses comme ça. Et je me dis, mais en fait, il y a quoi de plus important que de transmettre ça à ses enfants, que de transmettre... en fait, tu as besoin de sécurité, mais tu as surtout besoin de sécurité sur... je suis heureux et je suis épanoui et je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire. C'est, je pense, ce qui est le plus important. Et justement, à ce moment-là où en ce moment où je perds de la sécurité, on va dire... matériel, je gagne en sécurité au même degré et voire j'ai même l'impression plus. Finalement, je me sens plus en sécurité aujourd'hui, même je pense 10 fois plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a un an. Ouais, génial. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat digital, qui a peur, qui a une sécurité dans son métier ou ses études, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Que ça n'a pas de prix, en fait. Il n'y a pas de valeur, justement, sur... Enfin, on parle de sécurité financière, mais il n'y a pas de valeur financière sur le sentiment d'être à sa place et d'être vraiment épanoui. Et c'est extrêmement inconfortable, mais je pense que tout ce qui est vraiment épanouissant est inconfortable et que si, pour être heureux, on restait dans notre zone de confort, tout le monde serait heureux. Et je pense que s'il y a beaucoup de gens qui sont pas très heureux et pas très épanouis, c'est parce que c'est inconfortable. Il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément simples à prendre. Mais c'est pas si difficile en fait, parce que il suffit juste de s'autoriser et de se dire moi j'ai le droit au bonheur et j'ai le droit d'être épanoui et je vais aller chercher ce qui peut me permettre d'être épanoui. Je vais rester sur cette notion et peut-être ça peut être la dernière question, je sais pas si tu en as d'autres en tête, mais moi j'aime toujours cette notion de vie de rêve et je crois que on a tous notre version de ce que c'est. Et peut-être même au moment où on est en train de transitionner, d'aller se transformer, on en a une idée. Et puis après, finalement, on se rend compte qu'on est trop épanoui et ça ne ressemble pas à ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi une vie de rêve ? Je pense qu'effectivement, ça a énormément changé entre la première fois que je me suis posé la question au tout début. Où on fait un tableau de rêve. Où on fait le tableau de rêve, etc. C'est un exercice que j'ai fait plein de fois et je pense qu'en ce moment, j'en ai même pas parce que justement, je l'ai pas fait parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans le flow justement de... Tu profites. Je suis en train de vivre des expériences qui sont extraordinaires et j'en profite et je me pose même pas la question de savoir justement ce qu'il y aura après parce que je profite justement de ce sentiment que j'ai pas ressenti pendant longtemps. Mais clairement, si aujourd'hui je devais définir ce que c'est une vie de rêve pour moi, c'est vraiment juste oser aller challenger ce qu'on pense qui est possible et sortir du cadre qu'on nous propose dans la société et le pays dans lequel on vit, où justement y a pas mal de limites sur plein de sujets. Et je pense que sortir de ce cadre-là, juste oser en sortir et se dire je vais juste aller voir si ce qui se passe en dehors du cadre, ça me convient ou pas. Parce que je pense que pour revenir sur la question de est-ce que justement qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un qui voudrait se lancer, je pense que l'entrepreneuriat en soi est pas fait pour tout le monde. Enfin, c'est pas une expérience qui va plaire à tout le monde. Mais par contre, faut essayer en fait. On peut pas se dire moi ça me conviendra pas parce qu'en fait ça c'est des peurs. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion là d'aller oser, d'aller essayer, d'aller tester des choses. Et je pense que justement
moi, je vais aller tester de gagner plus ma vie et je vais voir si ça va me plaire. Peut-être que ça me plaira pas. Vu que là, Plus comme un jeu qu'autre chose. Vu que là, c'est pas ce que je fais en ce moment, je pense que c'est pas si important pour moi parce que si c'était le cas, je l'aurais fait effectivement parce que j'ai toutes les cartes en main. Tu l'as déjà fait surtout. Et je l'ai déjà fait, mais si là, aujourd'hui, en ce moment, c'est pas ce que je fais, je sais que c'est parce que je nourris tellement de choses que j'ai pas besoin de ça. Et je pense que justement, aller tester, est-ce que j'aime vivre dans telle région ou tel pays? Est-ce que j'aime faire telle ou telle activité? Et je pense que ce qui s'est passé sur cette année de ma vie qui vient de se dérouler, où j'ai l'impression d'avoir plus grandi que j'ai jamais pu évoluer dans ma vie, c'est que j'ai essayé plein de choses en fait. Et j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait des erreurs, il y a des choses où je me suis dit, bah en fait ça me correspond pas. Ça t'apprend qui t'es en fait. Exactement. Et en fait c'est comme ça qu'on apprend qui on est vraiment, c'est en allant chercher qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend moins heureux, qu'est-ce qui me permet de me sentir plus ou moins épanoui à la fin de la journée. Et on peut pas savoir ça sans essayer. Et se dire l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, ou développer une certaine richesse de vie c'est pas fait pour moi, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé de voir si ça nous convient et ça nous plaît de vivre comme ça. Et on reste dans le prisme qu'on nous a proposé qui convient pas à tout le monde en fait. Trop cool. Merci Léna. Si aujourd'hui quelqu'un a envie de te retrouver parce qu'il va pas bien, qui est en études de médecine ou médecin, où est-ce qu'il peut te trouver? Donc, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Colibri Libre, entraide santé mentale pour internes, externes en médecine. Et récemment, du coup, j'ai mon Instagram aussi qui est en train de devenir un Instagram plus professionnel. T'as un podcast aussi? J'ai un podcast qui s'appelle Colibri Libre. Et on a un petit chien qui aboie. Oui, Ouni. Ouais, je pense qu'en fait, il a envie d'intégrer l'accompagnement avec toi et de faire un travail sur sa santé mentale parce que manifestement, il y a des peurs, il y a des problèmes. On va aller lui ouvrir la porte, il va arrêter d'aboyer, je pense. Et oui, le podcast s'appelle Colibri Libre également. Et pour l'instant, il n'y a qu'un épisode, mais super. Le prochain qui arrive. Génial. Merci beaucoup, j'espère Léna. que s'il y a des étudiants en médecine qui nous écoutent et qui se sentent pas bien, ils se sentiront le courage de venir te voir parce que je vois le travail que tu fais avec voir eux. Ce qui se passe avec ton accompagnement. Donc bravo pour ce que tu as fait, on est trop fiers de toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et d'ouvrir la saison du podcast, ça c'était important pour nous. Ouais, clairement. Et si je peux ajouter un truc, vas-y. Justement, parce que ça me vient comme ça, c'est merci à vous de vous être lancés justement et d'avoir osé vous dépasser, etc. Parce que en fait, on se rend pas compte au moment où on se lance. Je pense que ce qu'on va faire, ça peut impacter autant la vie d'autres personnes. Et bon, voilà, ça fait un peu larmes à l'œil et tout. Je vais essayer de pas pleurer. Hein. Mais vous vous rendez pas compte, en fait, de l'impact que vous avez eu dans ma vie. Et je remercierai jamais assez, justement, Bastien de m'avoir parlé de vous. Parce qu'à la base, je suivais vos vidéos de pâtisserie. Et puis d'un coup, ça a commencé à parler d'autres choses. Et je pense que c'est important à entendre pour les personnes qui osent pas se lancer. De dire, justement, voilà, vous réalisez pas, en fait, l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des gens. Et... si vous le faites pas pour vous, faites-le pour toutes les personnes pour qui vous allez pouvoir apporter quelque chose d'aussi essentiel dans leur vie. Ouais, je crois que nous non plus, on n'avait pas capté, à vrai dire, à l'époque où on s'est lancé. Merci Léna, merci beaucoup. Merci. S'il y en a certains qui nous regardent sur YouTube et qui ne sont pas en train de nous écouter, on mettra des liens dans la description de tes réseaux, de comment ils peuvent rentrer en contact avec toi. Et s'il y en a certains d'ailleurs d'entre vous qui ont envie de rentrer en communication avec nous et d'aller transformer leur vie au moment de lancer un business en ligne, on mettra aussi un lien. On mettra un lien aussi dans la description. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là, Léna. Mettez des petits pouces en l'air si vous êtes sur YouTube. Sur le podcast, je ne sais même pas ce que c'est s'abonner à la chaîne de podcast, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Je crois qu'on est vraiment des touristes en podcast pour l'instant. Je crois qu'on peut mettre des étoiles pour mettre des aussi. étoiles, ça vous a plu. Donc voilà, vous pouvez y aller, ça nous fera plaisir. Et puis comme ça, on peut inonder la France et le monde de good vibes, de reconversion. Bonne soirée à tous, puisque vous voyez qu'il fait nuit chez nous. On vous embrasse et on se rejoint dans un prochain podcast. Léna. Merci Léna. Ciao.